Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse plus ou moins rapide. On va surtout faire du on-chain, je pense, c'est-à-dire du Glassnode. Voilà, puisque c'est le week-end, c'est plutôt calme. Il s'est pas passé grand-chose depuis hier, sincèrement, et je pense qu'hier, on a pas mal couvert l'histoire. Donc, on est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de mettre un pouce, faites-le maintenant, comme ça, vous oubliez pas, pour pousser les vidéos vers le haut, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Et donc voilà, on est là donc Bitcoin face au dollar daily. Pour le moment, on peut considérer que cette trend-ci, alors c'est une 4 heures, donc on ira voir après. Pour le moment, on peut considérer qu'aucune des deux bornes qu'on avait mises en avant il y a de ça quelques jours n'est cassée, c'est-à-dire que ici vous avez des niveaux qui sont à peu près sur des timeframes 1 heure qui n'ont pas clôturé, donc on est plus ou moins dans une logique de range tout simplement pour le moment. Donc on va regarder comment ça se passe. Au niveau momentum, on va dire que en daily, on n'a pas de divergence potentielle ou massive ou quoi que ce soit. On a un stock, un RSI stochastique qui accepte de rester en haut et un shop qui se recharge tout doucement. Ce qui est pas très joli, c'est le market cipher. Vous voyez que le money flow est en train, le money flow c'est la grosse vague verte que vous voyez ici qui est en train de passer négatif. On clôture peut-être une vague d'achat que vous voyez ici au niveau du momentum. Vous voyez cette vague, ces deux momentum qui réagissent l'un après l'autre, et donc il y en a un qui réagit plus vite que l'autre et qui nous donne le signal que la vague est terminée. Et vous voyez ici cette espèce de double divergence baissière. Avec ça, je crois que ça s'appelle un snake eye, ça. Donc c'est pas très encourageant en daily, en tout cas, sur le cipher, surtout si jamais, eh bien, on n'a pas d'inflexion vers le haut du RSI. Voilà ce qu'on peut dire sur le momentum, puisque on a fait surtout des études de structure dernièrement, donc du coup on va faire un petit peu de momentum, ça change un petit peu. Ici, vous voyez qu'on est peut-être sur un round top, enfin en tout cas ça en a l'air. C'est-à-dire un mouvement qui petit à petit nous donne un top en s'arrondissant. Ça peut très bien ici repousser, hein. C'est surtout pour moi ce niveau-là qui sera plus ou moins un niveau de signal, puisque c'est un niveau sur lequel on n'accepte pas de casser une 4 heures. Vous le voyez là, ici il y a une clôture, mais on n'a jamais une bougie entière en dessous. Et puis ici même chose pour ce niveau-là qui est en haut, c'est-à-dire les 28 560. Sur le RSI en 4 heures, je crois pas, on n'a pas de divergence baissière, il me semble. On en avait ici, vous le voyez, le prix monte, le RSI descend, la divergence en plus est confirmée au moment où on casse ici, le plus bas de RSI, vous le voyez ici, donc c'est même pas juste une divergence potentielle, elle est confirmée, depuis ça, on n'a pas vraiment eu, je trouve, de divergence, c'est-à-dire que, en l'occurrence, là, on n'a pas vraiment fait un plus haut, donc on peut pas vraiment considérer que ça soit une divergence. Donc celle-là, oui, elle est valable. Ici, par contre, vous vous rappelez que on avait eu des divergences dans cette zone-là, et là, effectivement, on avait assez fort enfoncé. Par contre, vraiment, là, pour le coup, en 4 heures, le cipher est dégueulasse. C'est-à-dire que, vous le voyez, on a des vagues d'achats successives qui sont de moins en moins fortes, c'est-à-dire que les acheteurs perdent de la force. On a un money flow qui est en train de nous donner ça. Vous voyez la vague verte, là, ici. Donc ça, c'est pas génial. En 4 heures, par contre, on a peut-être une vague de vente qui est en train de se terminer, donc on aura peut-être un petit soulagement haussier sous peu. Comment on voit ça? Tout simplement, comme je vous le disais, cette vague-là est en train de fermer. On aura le signal quand on aura la pastille, là, hein. Vous comprenez que ça va nous donner peut-être quelque chose comme ceci. Et puis, on a une VWAP, la jaune, là, ici, qui se rapproche du zéro. Donc, potentiellement, encore une fois, passage du cipher sur une vague de vente qui se termine. Il peut arriver, comme vous le voyez par exemple ici, que ce soit des faux signaux. C'est-à-dire ici, on avait une VWAP qui se rapprochait du zéro. Bon, le money flow, c'était une autre histoire, mais on avait cette VWAP qui se rapprochait du zéro. Et pourtant, on a réenclenché un mouvement de vente derrière. C'est-à-dire que c'était une sorte de faux signal. Globalement, en 4 heures, par contre, le RSI stochastique est en bas, hein, c'est la bleue que vous voyez là ici sur le cipher. Si je vous montre le vrai stochastique avec sa moyenne mobile, vous voyez qu'on a un RSI ici stochastique qui est en bas. Un Choppiness Index, donc un indice de volatilité à venir qui est plutôt vers le milieu, et une décorrélation assez forte avec le S&P 500. En termes de structure, toujours
pas de résolution sur cette structure-là. On peut désormais dire que cette 1 heure, donc ça c'est une trend, elle est perdue, celle-ci également, donc au plus on couche la trend, bien évidemment, au plus eh bien on a de chances de venir attaquer ce creux-là, c'est-à-dire la structure en 4 heures qui, pour le coup, elle reste haussière. Si on fait une analyse de structure avec le Lockside Logo Price Action Concept, vous voyez que la 1 heure a changé de caractère, mais elle n'a pas fait son break of structure, donc on ne sait pas où elle va, hein. C'est un petit peu ce qui ressort de cette espèce de figure qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à peu près quelque chose comme ça pour le moment, hein, une sorte de triangle ascendant inversé. Ce serait théoriquement même, on pourrait appeler ça un élargissement de sommet à angle droit. Donc voilà, cette figure a des... Je vais mettre en pause, je vais regarder si cette figure est vraiment déjà valide. Hein. Pour le moment, on est juste sur vraiment... On a touché ici, vous le voyez, à peu près 3 fois. On a peut-être, oui, effectivement, un support ici. Et est-ce qu'on a vraiment une tendance en haut? On pourrait peut-être, oui, on pourrait voir ça. Donc peut-être ici revisiter, revenir chercher. Je vais vous donner les targets de cette figure au cas où elle se passe, comme ça vous les avez. Ok, donc un élargissement ascendant à angle droit, c'est-à-dire si jamais on continue un petit peu à faire exactement ça, c'est-à-dire en dessous un support horizontal qui tient le prix. Ici, éventuellement, on peut compter du coup 1, 2, 3, 4... 5, pourquoi pas, hein. Là on touche 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas, on est peut-être déjà en bas de la figure, à voir, en général, ici, vous venez, c'est plutôt une figure qui est baissière, je pense qu'on est baissier dans, laissez-moi regarder, 70% des cas. Donc si on perd, ici vous comprenez, hein, et surtout c'est quand la figure casse hein, que ça c'est important, si on perd effectivement cette espèce de support ici, on va dire au 26 400, eh bien on a des bonnes chances d'atteindre la target. Alors la target elle est pas énorme, vous avez deux objectifs, un objectif majoré, qui est comme suit, donc admettons que la figure a l'amplitude, elle est cette amplitude-là quand elle est terminée, là où de l'endroit le plus grand où elle est le plus bas. Ici, on reporte, donc ça nous emmènerait vers les 24. Et ça, c'est atteint dans 50% des cas, je crois. Et par contre, si vous minorez l'objectif par 2, donc vous le diminuez de moitié, et bien là, vous touchez l'objectif dans 90% des cas. Mais vous voyez que là, en l'occurrence, ça nous ramènerait aux 25 200, ce qui serait plutôt cohérent. On n'a pas retest encore les 25 200. On a eu beaucoup de mal à les passer. Donc du coup, ça peut être un endroit où le prix aurait envie d'aller. Personnellement, j'ai des targets plus basses, mais là, je suis pas en position. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu mon entrée ici. Donc j'attends de voir si effectivement on revient attaquer ici des niveaux qui m'intéressent, hein, notamment celui-ci, et qu'on se fait repousser. À ce moment-là, eh bien je prendrai peut-être cette entrée. À ce stade-là, pour le moment, peut-être que pour ce week-end, on va éventuellement revenir faire un tour et retester ce fameux support des 26,4, peut-être. À voir pour l'instant, encore une fois, moi j'ai pas de direction, vous le voyez ici. Comment dire, moi j'aime bien quand les astres s'alignent, ça m'évite de faire des entrées pour rien, et je n'ai que des changements de caractère sur toute la structure, aucun break of structure, changement de caractère baissier sur la 1 heure et sur la 4 heures, changement de caractère haussier sur la daily, changement de caractère haussier sur la 15 minutes, mais j'ai pas de break of structure dans aucun sens. Donc on va dire que cette partie-là de la figure reste relativement confuse. Si on s'en tient au chartisme, vraiment, pour le coup, on est plutôt sur une configuration baissière. Cela dit, on n'a pas retesté, si là, du coup, on doit faire 1, 2, 3... Pour moi, là, on n'est pas revenu tester la partie haute. Donc, peut-être une entrée en short, finalement, au-dessus du dernier top. On verra la réaction et on tracera bien ici cette résistance pour voir si, éventuellement, il se passe quelque chose dans la zone, finalement, au-dessus du sommet local. Ce qui, au vu de la liquidité, on l'avait vu hier, pourrait peut-être être une option. Pour Ethereum. Ethereum USDT, on va prendre celui-là. Alors pour Ethereum, désolé, j'ai toujours pas nettoyé la charte, hein, elle est un petit peu bordélique. Eh bien pour le coup sur Ethereum, on a que la 1 heure qui a changé de caractère, mais c'est un peu la même config où on a un changement de caractère mais aucun break of structure dans aucun sens. Tout simplement parce que ici sur Ether, on a cassé la structure précédente. On avait eu là des changements de caractère, des break of structure dans tous les sens. Ensuite, on a rehaussé. Donc du coup, vous le voyez ici, par exemple, sur la 4 heures, on a fait le changement de caractère.
il y avait eu le break of structure, la 4 heures ici sur Ether, elle a rechangé une deuxième fois de caractère, donc elle est repassée haussière, mais on avait perdu ce caractère haussier ici. Donc sur Ether, là où sur Bitcoin, on est plutôt sur un élargissement ascendant à angle droit, Ether, il nous donnerait plutôt peut-être un élargissement symétrique de sommet comme ceci. Alors, l'élargissement symétrique de sommet est plutôt une figure boule. Également, objectif minoré, c'est-à-dire que vous prenez l'amplitude de la figure et vous voyez en haut. Donc, est-ce que Ether peut péter haussier alors que Bitcoin pète baissier? J'y crois pas trop, personnellement. Mais en tout cas, chartistement parlant, la figure sur Ether ici est plutôt une figure bullish. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Ethereum? Pas grand chose hein, pour le coup. Si on devait faire support ici, globalement, on voit que c'est la zone des 1006-1007 qui correspond un peu à la zone des 25,2 sur BTC. Vous le voyez ici, on repousse. Ici, eh bien, on repousse encore une fois. Enfin, on a plutôt une bande ici sur Ethereum que réellement un niveau. Donc, si on devait identifier la zone des 25,2 comme un support, moi je mettrais peut-être plutôt quelque chose comme ceci, voilà. Donner un peu plus de largesse à cette bande, et vous voyez qu'effectivement pour l'instant elle fait support, donc tant mieux. On va la mettre en comme ça, et puis on va enlever juste achat. Voilà, support en vert, c'est pas plus mal. Donc on va regarder ça, on va suivre de près. Comprenez bien également que tout cet élargissement ici symétrique de sommet fait lui-même partie d'un autre élargissement symétrique de sommet qui se trouve comme ceci et qui du coup lui a des targets beaucoup plus hauts. Donc si on casse la petite ici, comprenez bien qu'on confirme potentiellement la grande, et que la grande elle a un objectif un peu plus sympa. Gros objectif majoré, alors c'est pas celui-ci mais je me rappelle qu'on était à peu près autour des 2100 pour cet élargissement symétrique de sommet, et voilà, on va voir si ça se met en place. Pour l'instant, on le sait, hein, la narration sur la crypto, elle est très autour de la régulation. Donc voilà, au niveau des news, pas grand chose, c'est le week-end, donc pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de news. Sincèrement, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait un tour d'horizon vite fait, il n'y a pas vraiment grand chose ici. Donc voilà, bon, on a déjà parlé en fait de tout ce qui est mis en avant ce week-end. Ici, on a un mec qui apparemment a burné un CryptoPunk sans faire exprès. Je savais même pas qu'on pouvait burner des NFT. En fait, je suis pas d'ailleurs du tout expert dans ce domaine-là. Mais en essayant d'emprunter de l'argent, apparemment, il a du coup détruit son NFT. Je savais même pas que c'était possible. Voilà. Ici, 100 milliards de dépôts qui ont été récupérés par les banques. Donc on est quand même sur des niveaux, mais ça j'en ai déjà parlé hier également, donc on va pas faire une redite là-dessus. On est quand même sur des niveaux conséquents de à la fois avance, discount rates, etc. Tout le système qui a été mis en place par la Fed est en train de plus ou moins aider le système bancaire. Pas forcément à se relever, mais en tout cas à rester debout. Ici, opinion, les stocks qui sont les plus détestés sont en train de défoncer Wall Street en 2023. En tout cas, jusqu'ici, bon, ça nous intéresse pas forcément ici sur cet article-là, en tout cas. On va passer à Glassnode. Glassnode, donc le on-chain, on va regarder principalement BTC et on va regarder principalement les favoris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime bien regarder d'habitude. Ici, vous le voyez sur le Rodel ratio, qui est plus ou moins un indicateur de bottom quand on est dans le vert et de top quand on est dans le rouge. Eh bien, on ressort effectivement de la zone verte. Donc, on en était déjà ressorti une fois ici, donc c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, il nous a déjà donné un faux signal, alors que c'était pas le cas dans le passé. Vous voyez qu'on n'était jamais sorti de la zone verte sans la réintégrer, à part peut-être un tout petit peu ici, mais en tout cas on peut peut-être dire ici que effectivement bottom est trouvé. En tout cas on a pas mal d'indicateurs dans ce sens là. Ici intéressant aussi, et vous voyez que c'est on ne l'avait pas fait depuis un certain temps. On repasse dans l'optimisme ici sur le NUPL, donc c'est le Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire tous ceux qui ont des coins mais qui ne les ont pas vendus par rapport à leur coût de revient, combien sont en perte, combien sont en gain globalement d'une certaine manière. Et donc du coup ceux qui n'ont pas vendu, encore une fois ceux qui ont holdé, là on repasse à un niveau
d'optimisme. Et vous voyez également que, alors ça peut arriver, en tout cas, quand on va dans le rouge, c'est assez rare qu'on touche l'optimisme plusieurs fois. On peut revenir effectivement dans la peur, mais on n'est jamais à ce stade revenu dans le rouge. Bon, sauf à dire ici, mais 2019, il y avait eu quand même un joli rallye. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, à chaque fois qu'on a des vrais bear markets où on touche très fort dans le rouge, d'ailleurs, on pourrait peut-être voir même une forme de trend ici, et bien, à chaque fois qu'on en a, et ben, à ce moment-là, on a parfois des faux signaux et on va parfois dans le hope, donc dans l'espoir. Et puis ensuite on redescend, encore que même pas vraiment, hein. On peut voir ici, ça avait été assez incisif sur les autres marchés, si on met à part 2019, ça avait été assez incisif, donc là pour le coup, vous le voyez, on était revenu dans le hope et pourtant on est repassé dans le rouge, donc je vous dis ici n'importe quoi. Mais en tout cas, quand on sort du rouge pour passer dans le orange et arriver dans le jaune, il est assez rare que derrière, on ne repasse pas par le vert avant d'aller revisiter le rouge, voilà, c'est ça, j'espère que c'était clair ce que j'ai dit, mais voilà. Ici on regarde la tendance des 10 000 bitcoins, c'est-à-dire combien d'adresses à 10 000 bitcoins, tout simplement. Vous voyez qu'on retouche ici des niveaux conséquents. On n'a jamais retouché les ATH ici qu'on avait pu avoir 126 adresses à 10 000 bitcoins, mais c'est normal, le bitcoin était à 6 000 $, donc bon, du coup, on peut estimer en tout cas que le nombre de baleines va plutôt en s'intensifiant malgré un prix de bitcoin qui est relativement fort. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'on avait beaucoup distribué au niveau des grosses baleines sur le dernier bull run, et que depuis ici le top, finalement, on a eu une forme de réaccumulation qui s'est faite pour finalement quasiment tutoyer les ATH. Vous voyez que les niveaux ici des 120 baleines, il a été touché ici une fois en 2016, ici une fois en 2018, et là une nouvelle fois en ce moment en 2013. Donc, c'est pas forcément ici un signal de bottom ou quoi que ce soit, le fait qu'on ait autant de baleines, mais vous voyez également que, pour le coup, on a des grosses baleines qui ont beaucoup vendu sur le gros W Weekly qu'on avait eu dernièrement, et puis que là, elles sont en train de repartir tout doucement à l'accumulation. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux dans le détail. Ici, donc, on avait eu le point le plus haut. Dans le W, on a pas mal vendu, notamment ici sur la première rehausse, celle qui nous a ramené à 18 000 $. Ensuite, on a continué à vendre. Et ici, finalement, on a vendu la montée également. Mais depuis, finalement, on est en train de reprendre ici une accumulation. Donc, répéter ici le nombre de 123 baleines peut nous donner des signaux, en tout cas dans un sens ou dans l'autre. Pour les 1000 bitcoins, par contre, c'est distribution en ce moment. Alors, les 1000 bitcoins, on peut peut-être considérer que c'est plus des adresses de traders, encore que ouais, voilà. Sur la tendance globale, on va dire, on est sur une accumulation, hein, d'une manière générale. Les plus de 1000 bitcoins ont tendance à augmenter dans le temps. L'ATH s'étant fait lui en 2021, donc quasiment sur le top, vous le voyez, hein. Le premier top, on va dire, un peu avant le premier top, et puis là on a eu une grosse distribution c'est eux qui ont en fait plus ou moins créé, on va dire, le plus bas de l'été 2021. Ensuite, on a eu une réaccumulation assez forte, et ça, pour moi, c'est plus la bougie des oligarches, puisqu'on était autour de février 2022, donc début de la guerre en Ukraine, le moment où on coupe le SWIFT, etc. Donc là, pour moi, c'est vraiment un endroit où on a pas mal de Russes qui sont rentrés, autour des 38 000 $. Depuis, on s'est bien fait défoncer, et pour le coup, on a une distribution plutôt constante sur les 1000 bitcoins. Sur les 100 bitcoins, pareil, distribution constante depuis 2017, mais vous voyez qu'on est plutôt sur de la latéralisation sur les 100 bitcoins, très légère accumulation, et pour le coup ce sont eux qui ont accumulé pendant le W Weekly, donc les 10 000 bitcoins ont vendu aux 100 bitcoins. Vous voyez ici une très forte augmentation des 100 bitcoins, on était à 16 000 adresses et on est passé, enfin on a pris, on va dire, allez, si on prend le plus bas ici, 15 756 jusqu'à allez, on a pris 500 adresses de plus de 100 bitcoins. Donc ça, c'est intéressant à regarder. On va continuer sur les 10 bitcoins. 10 bitcoins, accumulation constante, hein, et ça, c'est plus ou moins la trend. Alors ça, c'est plutôt ça, hein, sur BTC. On est même peut-être en latéralisation ici, quand même, avec une cuvette, puis une réaccumulation, mais d'une manière générale, c'est plutôt sain sur BTC que les 10 bitcoins soient en train d'augmenter, entre guillemets, ça va en faveur d'une plus ou moins une répartition correcte. Et puis pareil, là au niveau des 1 bitcoin, accumulation constante et très forte accumulation pendant ce bear market.
Donc, les bitcoins sur les exchanges, eh bien, vous voyez que on avait touché un ATH de bitcoin sur les exchanges en 2020, au moment en fait du Covid. Et depuis, on a cette très forte tendance de sortie des bitcoins sur les exchanges. Par contre, il faut dire effectivement attention parce que ce genre de retour des bitcoins sur les exchanges sur des montées, alors là on en ressort, mais là ici vous voyez qu'on a pris quelques pourcents sur la montée. Ce genre de retour de bitcoin sur les exchanges est plutôt un signal vendeur. Le PL, Profit and Loss Ratio, alors on va plutôt aller regarder le Net Realized Profit and Loss qui est globalement assez similaire. Net Realized Profit and Loss, qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont vendu, puisqu'on parle de Realized du coup, ceux qui ont vendu, est-ce qu'ils ont vendu à profit ou à perte en fait? C'est ça la question qu'on se pose ici. Quand on est dans le rouge, on a plutôt des épisodes de capitulation. Quand on est dans le vert, on a plutôt des épisodes des forts épisodes de vente, on va dire, ou en tout cas de beaucoup de gens vendent en profit. Et là, ce qui m'intéresse de regarder, moi, c'est surtout en dynamique de bear market. Vous avez beaucoup de gens en fait qui rentrent, ensuite le prix baisse, et ensuite finalement, au moment où on retouche le zéro, ils ressortent. C'est-à-dire que là, comme vous avez la majeure partie du marché qui est en perte sur ces épisodes de capitulation là, on a tendance après à latéraliser, tout simplement parce que dès que les gens retouchent leur prix d'achat, ils en profitent pour sortir et vendre. Ils se sont fait peur, donc du coup là, ils décident de sortir. Et on voit très bien la dynamique ici, notamment sur le Weekly qui était là, où finalement, dès qu'on retouchait le Net Realized Profit and Loss à zéro, eh bien, on refaisait derrière un tour finalement où le prix du BTC descendait, ou en tout cas latéralisait ou descendait, voilà. Ensuite, on se rend compte peut-être ici, là, depuis quelques, on va donner la date, depuis le 12 mars, donc ça fait une quinzaine de jours, que le marché est plus en profit, et beaucoup plus en profit que par le passé. Donc d'une certaine manière, ici, on se rend compte que ceux qui vendent, en tout cas, vendent à profit. Au moment, puisqu'on connaît le prix où les coins ont été achetés, on va dire ils sont numérotés, chaque Satoshi a plus ou moins un numéro, un prix d'achat, etc. Et c'est ça que fait Glassnode. Ils analysent les 100 et quelques gigas de blockchain. Et bien à ce moment-là, on avait plutôt des vendeurs qui étaient en gain. Accumulation Trend Score, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins en fonction, on a des scores en fonction des grosseurs des entités, etc. Et donc quand on est dans le violet, on est en forte accumulation. Quand on est dans le jaune, on est plus en période de distribution. Et puis ensuite, quand on est dans le orange, c'est mi-figue, mi-raisin. Là, vous voyez que ça a pas mal distribué sur la zone des 21-22 000. Ensuite, on a fait ce dip autour des 20 000. Vous vous rappelez, on était là autour des 24. On a fait un dip à 20 000. Donc là, ça avait pas mal distribué, et là on a une très forte réaccumulation, donc ça c'est intéressant, autour des 28. Donc c'est pas commun. Peut-être que le sentiment sur le marché nous dit que à ce stade-là, en tout cas, les grosses entités accumulent plus. Alors je sais plus comment est faite exactement la formule. Oui, c'est la taille des entités et leur score de participation. Ça veut dire des adresses qui participent énormément, etc., ont un meilleur score du coup dans le Accumulation Trend Score. Donc c'est plus ou moins une manière de voir si les acteurs normalement actifs sur le marché sont plus à l'accumulation, actifs et gros en fait. Voilà, ça va être ça les deux critères. La dormance, c'est-à-dire à quel point les coins ont de la vivacité, à quel point ils bougent d'une adresse à une autre, et ici ça tient à la notion de CDD, c'est-à-dire Coin Days Destruction, sous-entendu, si je garde un BTC une journée, donc comprenez bien qu'il y a une notion de volume ici, donc un BTC une journée. Si je garde un BTC pendant une journée et que je le vends, j'ai créé un Coin Days of Destruction, c'est-à-dire que j'ai détruit j'ai holdé pendant un jour, mais je l'ai détruit au moment de le vendre. Et la dormance, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire est-ce que le coin est plutôt dormant ou pas. En l'occurrence ici, on avait des coins qui étaient très dormants, et là finalement on est en train de se réveiller au niveau de la liveliness, au niveau du fait que les coins finalement se réveillent en termes de mouvement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'on était complètement aux fraises dans la dormance. On n'avait jamais touché ces niveaux-là.
C'est-à-dire que ici, à chaque bottom, on va dire, là, on avait touché vraiment des niveaux de normes où on était carrément passé sous la zone verte. Et là, on repasse au-dessus, donc c'est plutôt une bonne chose. Le risque de réserve, on va dire que c'est, est-ce que le Bitcoin est à un prix loyal ou pas? Le fair price, prix loyal, c'est pas une très bonne traduction, mais je trouve pas le terme ici. Un bon prix, voilà. Vous voyez que pareil, on était passé en dessous de ces niveaux-là, la zone verte, et là on est en train de la réintégrer. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que sous les 28 000 $ en ce moment, Bitcoin est plutôt à un bon prix. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est la supply qui n'a pas bougé depuis un an, c'est-à-dire supply last active 1 year ago. Et là, on voit que les holders de plus d'un an représente 67% des bitcoins actuellement. Donc c'est énorme, et bien entendu ce sont des ATH. Donc ça veut dire que les mains fortes ont potentiellement pris la main sur ce marché. On avait vu ici tout ça pendant tout ce bear market. En fait, finalement, ceux qui ont DCA sur la descente sont des gens qui connaissent un petit peu l'histoire et qui sont plus ou moins à ce stade des gens qui sont capables de assumer leurs pertes pendant un an ou plus. Donc on va appeler ça les diamond hands, et ils ont ici 70% de la supply quasiment à ce jour. Donc 70% des coins n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Et vous avez vu également qu'ils sortent des exchanges. Donc ça peut vouloir nous faire dire que, entre guillemets, les 30% de Bitcoin spéculatifs, on va dire, qui sont en train de rester, et ce sont eux qui changent de main extrêmement vite et qui font le prix, ces 30%-là, au bout d'un moment, auront été absorbés aussi par cette offre qui a tendance à holder une fois qu'elle a acheté, et donc c'est ça qui relance forcément ici un bull market, en tout cas espérons-le. Le H-Ribbons, il a flashé il y a de ça quelques mois, on l'avait vu. Le multiple de Puel qui est quasi au milieu, là, vous le voyez, entre la zone rouge et la zone verte. MVRV Z-Core, c'est pareil, on l'avait pas mal analysé, mais on est ressorti également de la zone verte. Bref, pas mal de choses qui nous disent que peut-être, en tout cas, on a trouvé un bottom local et que on pourrait aller faire comme un épisode, par exemple 2019, à minima, c'est ce qu'on peut déjà se dire pour le moment, c'est-à-dire une remontada jusqu'aux 40-45 000 $ pour ensuite revenir trouver un plancher peut-être autour des 25-26 000, le plancher actuel. On ne sait pas, bien entendu ce qui va se passer, mais en tout cas, on-chain, c'est plus ou moins les choses qu'on voit. Le problème du on-chain, comprenez-le, c'est que c'est relativement facile de manipuler du on-chain, entre guillemets, enfin relativement facile. De plus en plus, ça se fait, en tout cas, c'est-à-dire que si j'ai une adresse à plus de 10 000 bitcoins, je vais la splitter en 10 adresses à 1000 bitcoins, par exemple, ou on a ici des mécanismes qui nous permettent de, entre guillemets, en tout cas sur les nombres d'adresses, etc., baleines, etc., je peux être une baleine, et étant donné que Bitcoin est pseudonyme, je ne sais pas quelle adresse appartient à qui, sauf à dire aux exchanges, parce que parfois ils les ont publiés, donc du coup c'est resté plus ou moins dans les charts et dans les signes. Mais où est-ce que je voulais en venir? Oui, voilà, c'est des choses qui restent quand même relativement manipulables, mais on ne peut pas manipuler certaines choses, notamment le realized price. Qu'est-ce que le realized price? En moyenne, à combien ont été achetés les bitcoins sur le marché actuellement? Et on voit que c'est quelque chose qui, d'une manière générale, sur l'histoire de BTC, parfois agit comme support, puisque la moitié du marché, on va dire, ici devient finalement en perte ou en gain, c'est un petit peu ça l'idée. Et là actuellement le realized price, donc la moitié du marché a acheté ses bitcoins autour de 19 800 $. On est passé en dessous pendant un certain temps, c'est toujours le cas plus ou moins dans les bear markets, vous le voyez, à ce stade il semblerait qu'il ait fait support, en tout cas dans cette zone là, quand on était revenu visiter les 19,7, il a refait support une fois, donc ça pourrait être pas mal que justement ça nous donne cette idée justement des diamond hands qui de toute façon ne vendront pas dans la zone de leur prix d'achat, entre guillemets. On sait que 70% des diamond hands possèdent les diamond hands possèdent 70%, les holders, les long term holders, et là on est même au-dessus des long term holders, puisque selon Glassnode, short term holders égale je garde mes bitcoins 5 mois, et long term holders je les garde 5 mois plus un jour ou plus. Et là on
parle des 1 an, donc on est sur les méga, on est vraiment, on pourrait appeler ça les Diamond Hands, vraiment. Et là, du coup, voilà, vous comprenez que toute l'offre a été aspirée par plus ou moins des gens qui croient dans le projet. Donc, du coup, je tire pas de conclusion nécessairement hâtive là-dessus, mais en tout cas, on a des signes encourageants ici. Realized Profit to Value, bah, c'est plus ou moins la même chose que le Realized Price. Est-ce qu'on fait Ethereum ou pas? 30 minutes, non, on va sûrement dédier une vidéo, je pense, à Ethereum là-dessus, comme ça on sera plus, voilà, plus intéressant. Ça m'intéresse de voir ici si le Lightning Network avance bien, parce que Bitcoin comme un moyen de paiement, c'est quand même peut-être quelque chose qui peut aider. Et là, on voit effectivement que sur tout le bear market, les niveaux d'exchange sur le Lightning sont plus importants. Et là, on a cette très, très grosse baisse, là, ici, sur la dernière montée. Donc, je sais pas à quoi ça tient. Mais ça, c'est la capacité, number of nodes, number of channels. Ce que je voudrais, moi, c'est le volume. La taille des channels. Alors, en fait, comment ça fonctionne, le Lightning? Vous dites, par exemple, on est 10 et moi je dis, j'ouvre un tuyau entre moi et Thomas de 1 Bitcoin. C'est-à-dire que je suis prêt à ce qu'il y ait un Bitcoin qui passe entre lui et moi et à ce que les 10 autres utilisent le channel de lui à moi, et lui a ouvert d'autres channels vers d'autres gens. Et concrètement, il faut le comprendre comme ça. Donc j'ai ouvert un canal d'un Bitcoin. Et en l'occurrence, ici, les gens peuvent prendre 0,00001 Bitcoin. Ils peuvent prendre un Bitcoin en entier s'ils le veulent. Et la chaîne me rémunère, moi, pour avoir ouvert ce tube. Ça marche, ça fonctionne comme ça, en fait, hein, le Lightning. Gini Capacity Distribution. Ouais, là, on a que les dernières dates, malheureusement. La taille des canaux, vous voyez qu'elle est relativement à l'augmentation aussi. Bon voilà, à voir ici si... mais moi, je trouve ça intéressant en tout cas de voir que Bitcoin peut désormais servir de moyen de paiement. Et on va voir si c'est le cas dans le futur. On va faire la liquidité. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas énormément de choses. Je voudrais pas vous spoiler la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, mais il n'y a pas énormément de choses. Et avant ça, je vous envoie juste la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves. Ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Allez, la liquidité, on a liquidé 100 millions, donc une journée à peu près normale, la moitié sur Bitcoin, Ether, donc tout ça est relativement normal. On a liquidé principalement du long hier. Carnet d'ordre, un petit peu d'ordre qui se sont faxés à la vente ici sur la zone des 27, 28, 28,5 pardon à 29, et toujours ce mur d'achat au niveau des 25 760. En ce qui concerne Binance en tout cas. Ici sur, pour moi par rapport à la vidéo d'hier, donc vous voyez qu'on a pris ce niveau-là hein, sur BTC, c'est ça qui fait qu'on liquide pas mal de longues. Et pour moi, d'une manière générale, j'aurais tendance à pas rajouter grand-chose puisque on est dans la normalité. Vous avez un prix qui augmente, Open Interest qui augmente, Funding qui augmente, il rediminue légèrement ici malgré une augmentation de prix. Donc allez, on peut mettre éventuellement un niveau ici, mais c'est très calme en ce moment sur la liquidité. Et on peut mettre éventuellement un niveau ici, encore que non, là on était plutôt reshorté alors que le prix montait, hein, vous le voyez ici. Là par contre on a une petite anomalie où effectivement le prix monte, le funding descend, donc c'est ce qui fait que le mouvement s'auto-nourrit, on vient chercher les shorters de plus en plus au-dessus. Ici non plus, là non plus, donc non pas forcément niveau de longue, liquidité plutôt en haut, mais pas beaucoup de liquidité, c'est le week-end. Donc ça c'est fait, on va faire Ether. Pardon, j'ai pris OKEX. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a alors, on avait mis ces deux niveaux hier, il n'y a rien qui a été pris. Ici, on a plutôt suivi. Là, on avait du longueur, mais ça a été nettoyé. Ici, on liquide pas mal de monde vers le bas. Là, on prend effectivement beaucoup de longueur. Est-ce qu'il y a du short qui s'ouvre pour autant ? Oui, sur la montée là, donc on peut considérer qu'il y a un niveau de short à venir chercher désormais ici. Vous le voyez ici, là, malgré la remontada du prix, eh bien, j'ai un funding qui descend. Normalement, on devrait clôturer du longueur là-dessus. Et puis, ici, on a pas mal de longues sur le niveau suivant, en fait, en bas là. Donc, derrière, on vient chercher les longues. Là, on a pas mal de shorters également sur ce niveau-là. Ici, puisque c'est pareil, j'ai le mouvement inverse en fait. Et puis ici, on a encore du shorter sur ce niveau-là. Donc je ne serais pas étonné que Ether vienne rechercher les 1008 à ce stade. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire d'ailleurs là. J'ai l'impression qu'il pousse un petit peu, il essaye de pousser. Peut-être que ça va être le cas. Et puis là, on a du long, mais c'est normal. Ici, on a encore du short. Donc vous le voyez, ici, on est en train de prendre ce niveau de short là. Donc pas mal d'anomalies sur Ether, à contrario de Bitcoin. Et en l'occurrence, liquidité plutôt en haut sur Ether. Je ne serais pas étonné que ce week-end, Ether nous fasse une petite poussée. Les liquidités, on va surtout regarder le delta ici. Donc quel est le delta de shorter par rapport aux longueurs sur les 5 derniers jours? On a effectivement un petit peu plus de shorter, 10 milliards en plus en position leveragée sur les 5 derniers jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient de liquider du longueur. Hein, donc ceux qui restent à prendre, désormais, ils sont plutôt au-dessus. Grosse position qui vient de s'ouvrir ici, donc attention à ça. C'est-à-dire que parfois, vous avez un gros delta, mais le prix décide d'aller chercher la position fraîche, la dernière position fraîche qui vient de s'ouvrir. Donc c'est pour ça que le sentiment du moment est extrêmement important. Si jamais on regarde les leviers x100 par exemple, eh bien, j'ai l'impression que tout a été plus ou moins nettoyé, sauf ce qui est ici en bas, vous le voyez là, hein, si on parle du long, sur BTC, on parle des 26,5. En haut, vous voyez qu'on a encore du monde hein, sur la zone jusqu'au dernier top, à savoir 28,9. Et si je zoome ici, j'ai pas l'impression que cette position ait été prise. Si je parlais de cette position là assez grosse, ici, cette position n'a pas été prise ici pour revenir retoucher, si c'est un levier x100, les 27,6. Ethereum, on va regarder. Du coup, j'ai perdu la connexion. Excusez-moi. Je me relogue parce que... hop. Excusez-moi. Ça. J'aurais pu mettre en pause hein, aussi, mais je ne l'ai pas fait. Alors, on est là-dessus et on est là-dessus. Hop, tac.
Et donc là, pour le coup, Ethereum, on a quoi 2,37. Donc vous voyez qu'on a à peu près 4 fois moins quand même d'open interest sur Ethereum que sur Bitcoin. Hein. Donc on va voir ici ce que ça dit. Excusez-moi, mais du coup, comme je me suis fait déloguer, il va falloir que je fasse ça aussi. Hop, ici. Hop. Donc on va regarder dans l'ordre Bitcoin sur Binance, Bybit et BitBEX sur la 12 heures. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures? Vous voyez qu'on est plutôt en train d'aller chercher les shorts. Là, on est d'abord allé chercher les longues, et là, on est plutôt en train d'aller chercher les shorts, potentiellement, comme je vous le disais tout à l'heure, une zone au niveau des 28 à venir chercher, en tout cas à l'instant T. Et puis, voilà, sur la 7 jours... Donc on a un sentiment quand même qui s'est avéré plutôt shorter sur les 12 dernières heures, ça c'est intéressant à voir, et du coup vous voyez que du coup ça fait, depuis les 12 dernières heures, là, si on regarde la 7 jours, ça fait jaunir assez fortement, et c'était l'analyse que j'en avais quand on était encore ici dans des zones plus ou moins vertes, et bien pour le coup j'étais plutôt vers le fait d'aller visiter d'abord celle-ci et même potentiellement celle-là, on parlait des 22,5. Pour le moment je serais pas contre cette idée éventuellement de faire ce fameux élargissement ascendant à angle droit, c'est-à-dire revenir visiter la résistance, peut-être au niveau des 29,2. On va voir si ce week-end, ça nous donne plutôt un pump vers les 29,2 ou plutôt une descente vers les 25,2. Donc comprenez que les deux niveaux vraiment importants sont ceux-là. Pour le moment, moi, j'ai pas de direction claire, donc je préfère, entre guillemets, pas forcément risquer des entrées pour rien. C'est pas grave, je passe du temps, je profite, je passe du temps en famille et j'attends d'avoir ici une entrée plus sympathique dans un sens qui me paraît plus clair. Pareil sur Ethereum sur la 12 heures, on est plutôt venu chercher le short, donc la zone de shorter, et sur la 7 jours, est-ce qu'on a fortement jauni au-dessus? Non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà récupéré la liquidité ici au-dessus sur Ether. Sur Ether, on a de la liquidité assez forte jusqu'au 1006 et on a de la liquidité ensuite jusqu'au 1360, voire en deçà, mais je pense 1360 c'est déjà une très très belle target. Je ne suis pas sûr qu'on n'aille pas au 2000 avant d'aller au 1360. Je ne sais pas. Concrètement, il faut comprendre ici qu'en général, psychologiquement, vous êtes plutôt prêt à laisser un long courir peu enfin non, ça dépend. On va dire, si vous cherchez un trade de position, c'est-à-dire ce que vous dites, j'ai touché potentiellement le bottom parfait, et donc du coup, ce trade va me rapporter de l'argent pendant un an, j'aurai juste à vendre 3-4% de ma position, et pendant toute cette année, à partir du moment où de toute façon le prix sera largement au-dessus, j'ai chopé un gros levier, j'ai chopé un bottom en gros levier, c'est le cœur du poulet, donc vous restez en position en longue, effectivement. Par contre, on a plus de shorts qui s'ouvrent parfois pour couvrir une position d'investissement. Donc parfois, les positions d'investissement, on va dire, vous ouvrez plutôt un short de couverture pour couvrir une position spot. Et ça, c'est plutôt les choses qui, effectivement, restent en place jusqu'à ce que, finalement, tel ou tel scénario se mette en place. Ici, on le voit en ce moment, sur les options notamment, il y a un vrai regain d'intérêt sur les options. Ça veut dire que les options sont peut-être plutôt des assurances pour couvrir des positions spot. Donc, par exemple, vous achetez au spot et en même temps, vous prenez un put sur la baisse de Bitcoin ou Ethereum. Donc, du coup, vous avez une sorte d'assurance que, de toute façon, votre portefeuille restera, entre guillemets, à peu près le même. Et le short de couverture, c'est à peu près la même idée, le même principe. Vous jouez, entre guillemets, le marché dans les deux sens. Et là, il faut peut-être se dire que on a soit des gens qui jouent, effectivement, le trade de position ici, ou alors qui ont déjà pris profit. Ceux qui étaient potentiellement ici rentrés, par exemple, en x100 sur la zone des 1004. Et peut-être qu'il y en a qui ont TP ici à 1007, 1008, c'est tout à fait possible, mais dans un autre sens également, on peut peut-être se dire que ils essayent de choper un trade de position. Donc ça, c'est les deux différentes choses possibles. Et pareil, sur cette zone-là, c'est plutôt short de couverture ou pas. J'aurais tendance à plutôt ici dire que, parce que là, je vous ai montré la 7 jours, mais mon raisonnement, il est plutôt sur les 1 mois. Est-ce que vous allez tenir une position plus de 1 mois, finalement, alors qu'elle, par exemple, pour ceux qui sont dans la zone ici des 1310, elle représente un profit extrêmement conséquent, hein. Comprenez que si vous avez pris un x100 et que vous avez pris $500, donc on va dire que ça fait à peu près un tiers, donc 30%, vous avez fait 3000% sur votre investissement.
Donc, si vous étiez en x100 ici dans cette zone-là, il y a quand même des chances que vous ayez pris une partie de vos profits ou peut-être tout, sauf si vous décidez que le prix peut effectivement aller à 2000, 3000, 4000, 5000, que sais-je, et que du coup, vous souhaitez garder ce trade de position ad vitam aeternam, ou en tout cas l'épurer petit à petit. Voilà, c'était assez long comme explication, mais je pense que ça valait le coup pour ceux qui peuvent s'intéresser à ce type de psychologie du trade, on va dire ça comme ça. Maintenant, on se remet sur BTC Perp, on donne une direction potentielle et on clôture la vidéo. Alors pour moi, il est possible que on ait effectivement ce fameux élargissement ascendant à angle droit. Donc on va bien tracer, je pense ici on va peut-être se mettre sur là où on fait l'analyse d'habitude, ce sera peut-être plus sympa. On va bien essayer de trouver une tendance ici dans la zone, quelque chose qui pourrait nous dire que de là à de là, on a peut-être effectivement quelque chose. On pourrait peut-être le mettre voilà comme ça, je pense. C'est pas trop mal. Alors moi je prends les mèches, je prends les corps de bougie, je prends tout. Je considère que si le prix est allé à un endroit, il y a une raison. Donc voilà, certains vous diront mais non, il faut pas prendre les mèches, il faut prendre que les corps de bougie. D'accord, prendre que les corps de bougie, mais à ce moment-là, dans quel time frame? C'est-à-dire que j'ai forcément une ouverture et une clôture, donc une time frame. Enfin voilà, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. J'essaye plutôt de faire toucher moi un maximum de points. Là, vous le voyez par exemple, j'ai 3 fois un retest ici. Donc voilà, ce que je pourrais éventuellement dire, c'est peut-être à quelque part venir ici retester le haut. On a vu qu'il y avait de la liquidité autour des. Alors là, on est à 29,7, c'est peut-être un peu trop, mais 29,5 pourquoi pas, et puis ensuite rediriger vers le bas. Maintenant je ne trade pas, je ne prends pas ce long parce que tout simplement je n'ai aucune certitude de ça. Là vous voyez qu'on vient de créer un hold level en time frame potentiellement assez petite, je pense que c'est du 15, on va aller voir. Ouais, à peu près quelque chose comme ça. Non, c'est pas du 15, c'est du 30 ou du 1 heure. Oui, c'est du 1 heure. Le hold level, on peut estimer qu'il est quelque part par ici. Donc c'est une forme de niveau qui tient. Vous voyez qu'on essaye ici de l'enfoncer, il n'y a pas de bougie en dessous. Là on fait une mèche, ici on vient mêcher dessous également. Donc est-ce que ce hold level là n'est pas fait pour justement attaquer le niveau supérieur qui est ici, hein, le 1 heure qui est là. Et est-ce qu'on ne va pas peut-être voilà, faire un plus haut compte tenu de la liquidité qui s'est créée sur les 2 ou 3 derniers jours, voilà, ça serait une possibilité peut-être pour ce week-end. Si en revanche vous voyez tout simplement que ce mouvement continue, et là, vous voyez que sur les petites time frames, on est en train d'attaquer une trend de distribution qui est là. Alors, le niveau, je vais le mettre dans sa bonne time frame aussi. On a dit que c'était du 1 heure. Et la trend, du coup, là, on est en train de regarder une trend 1 heure aussi. Hop. Eh bien, alors, pour l'instant, non, on l'a pas attaqué, autant pour moi. Mais si on passe de l'autre côté de cette trend, donc pour l'instant on l'a juste touché, donc cette trend on est toujours dans cette descente là, si vous voulez. Si on arrive à passer par-dessus cette trend et à attaquer ce niveau-là, pourquoi pas. À l'inverse, on pourrait aussi se dire que cette trend-là, et plus ou moins sa fonctionnalité, ça va être d'attaquer ce niveau-là et de le percer. C'est-à-dire que avec l'effet du temps, eh bien finalement cette trend va réussir à péter ce niveau en bas. Donc comme je vous le dis, j'ai pas vraiment de direction préférentielle moi, sauf à prendre des petits scalps effectivement, hein, et ça c'est tout à fait possible, voilà, d'aller plutôt checker de la time frame 5 minutes par exemple, et de jouer tout simplement des continuations de structure. Là par exemple, je regarde la 5 minutes, je vois entre guillemets eh bien que à l'instant T elle est haussière, donc du coup je me dis bon bah je peux peut-être prendre un short qui va essayer de venir attaquer par exemple ce niveau là, tout à fait possible. Vous voyez qu'on a une amplitude de 400 $ sur un levier x20 par exemple, ça peut être un trade intéressant pour simplement une continuation, voilà, de cette structure-là en haussier. Voilà, donc tout à fait possible par exemple, alors je jouerai pas moi une trend ici, c'est pas quelque chose sur lequel je rentrerai, vous rentrez plutôt sur l'attaque du niveau supérieur, c'est-à-dire tout simplement, on le voit très bien là, puisqu'on est en petite time frame et les choses sont beaucoup plus claires en petite time frame. Ici, on n'arrive pas, on respecte la trend, certes, mais surtout, on n'arrive pas à attaquer le niveau supérieur qui finalement va être plus ou moins, donc là je vous montrais la 5, mais on était en fait en train de regarder plus ou moins la 15, hein. Et sur la 1 heure, vous comprenez que la 1 heure est baissière en revanche, c'est-à-dire que ici, 1 heure, voilà,
tac. La 1 heure nous affiche quelque chose de baissier puisque on est en train de faire ici quelque chose qui nous donne plutôt une structure baissière, d'accord? Donc ici, si vous jouez de la 5 minutes ou de la 15 minutes, eh ben c'est plutôt du short qu'il faut privilégier, d'accord? Et c'est plutôt une continuation de la structure qui existe déjà. On refait pas la roue, on réinvente pas la roue ici, tout simplement, on prend les bons trades au bon moment en fonction de la structure. Donc si on casse la 1 heure ici, pour moi, on revient ici potentiellement, en tout cas attaquer ce niveau et attaquer ce point haut là, c'est-à-dire qu'on suit la liquidité. Si on se base sur la structure, et vous comprendrez que les astres ne sont pas alignés ici, et bien du coup, on viendra plutôt chercher ce type de trade où vous avez une amplitude de à peu près 700 $, donc c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur le Discord éventuellement. En ce moment, je suis assez peu sur le Discord parce que j'ai des gros trucs administratifs à faire en ce moment, pas mal de papiers, etc. Donc j'essaye de rester un petit peu dans cette bulle là de trucs administratifs tout simplement. Et puis voilà, je reviendrai, je pense d'ici lundi. Là, je me donne vraiment le week-end pour bien m'occuper de ce que je dois faire en termes de papier. Et puis ensuite, on sera dedans pour bien échanger tous les jours, etc. sur le Discord. Et je m'excuse par avance pour le coup, en ce moment sur le Discord, je fais juste une petite analyse le matin éventuellement, etc. Depuis mon retour de Paris. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez qu'on a fait du on-chain parce que c'est important, c'est une logique d'investissement très long terme et je pense que c'est important de voir où on est le marché de ce côté-là. On a fait une analyse de prix, il n'y avait pas beaucoup de news aujourd'hui. On a fait aussi de la petite time frame, donc ça c'est bien. Je pense que je vais de plus en plus la mettre à la fin, c'est-à-dire à la fin vraiment voilà, donner des petites idées de scalp potentiel. Pourquoi? Parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui regardent les vidéos. On a fait de la liquidité. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire, sauf à dire que peut-être sur Ethereum, il y a quelque chose à prendre en haut. Mais en termes de volume global par rapport à Bitcoin, c'est relativement sporadique, on va dire. Et donc il y a beaucoup plus d'open interest sur Bitcoin en ce moment, donc il vaut vraiment mieux suivre Bitcoin et se focuser dessus, parce que de toute façon d'une certaine manière Ether pourrait suivre, donc voilà. Et puis voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui peut nous permettre de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur... est-ce que vous avez un don pour un art en particulier, chant, dessin, ce genre de choses, ou alors pas forcément, pas du tout. J'ai peut-être déjà posé cette question, mais voilà, je sais plus, je me rappelle plus. Voilà, portez-vous bien. Merci à tous d'être présents tous les jours et on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur Bitcoin. À bientôt.